Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Pour l'affaire d'aujourd'hui, nous retournons en 2008 dans le Surrey, en Angleterre, pour examiner l'affaire de Charlie Davis, âgé de 23 ans, originaire de Staines-upon-Tam. Charlie était chef d'équipe à la caisse du magasin Tesco à Osterley, où il travaillait depuis plusieurs années. D'après tous les témoignages, c'était un homme très apprécié, qui mettait de l'ambiance partout où il allait. Le directeur du magasin où Charlie travaillait l'a décrit comme quelqu'un de très extraverti, et a dit, pour être tout à fait honnête, que si on avait voté pour la personne la plus populaire du magasin, il aurait gagné haut la main. Les amis proches lui ont décrit Charlie comme quelqu'un avec qui il était très amusant de travailler, qui adorait être le centre de l'attention et que tout le monde appréciait. Il a grandi avec sa mère, ses 4 sœurs et son frère dans ce qui a été décrit comme une famille normale et agréable. Il vivait dans une banlieue paisible, un quartier avec peu de criminalité et presque sans violence. Cependant, tout cela allait changer dans la nuit du samedi 14 juin 2008. Charlie est rentré tard chez lui après son service chez Tesco ce soir-là. En tentant d'ouvrir sa porte, sa clé ne fonctionnait pas. En se penchant, une silhouette cagoulée et masquée surgit derrière lui et lui versa de l'essence sur la tête. Cette personne a alors mis le feu à Charlie. Une boule de feu orange a illuminé la zone et la personne masquée s'est enfuie dans la ruelle sur le côté de la maison de Charlie. Charlie a titubé vers la route, attirant l'attention des voisins venus l'aider. Ils lui ont dit de rouler sur l'herbe, l'ont aspergé d'eau et l'ont couvert de serviettes mouillées jusqu'à l'arrivée des secours. Charlie avait subi d'horribles brûlures couvrant jusqu'à 90% de son corps, mais il était encore conscient. Le premier policier, arrivé sur les lieux, lui a parlé et Charlie a réussi à dire qu'il y avait un problème avec la serrure de sa maison et que quelqu'un l'avait aspergé de liquide. Il a été emmené à l'hôpital, luttant pour survivre. Sa famille et son ami proche Nadim Karamboukas se sont précipités pour être à ses côtés. La nouvelle s'est répandue parmi ceux qui le connaissaient en soleil et tous étaient sous le choc que leur ami ait été victime d'une attaque aussi violente. La police a établi que la serrure de la porte d'entrée de Charlie avait été bouchée à la superglue pour l'empêcher de rentrer chez lui. La ruelle à côté de la maison a été fouillée, mais elle n'a donné aucun indice. Des images de vidéosurveillance ont été récupérées auprès d'une propriété voisine, couvrant la zone au bord de l'allée de Charlie. Les images étaient extrêmement pénibles à regarder. Sur un écran sombre, une énorme boule de feu est apparue et a tout illuminé. Quelqu'un qui semblait être universellement apprécié avait été victime d'une attaque particulièrement violente et brutale. Qu'est-il arrivé à Charlie? Qui aurait pu éprouver de telles émotions? Au départ, on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un crime haineux homophobe aléatoire, mais au fur et à mesure de l'enquête de la police, il est apparu que ce n'était pas la première fois que Charlie avait été pris pour cible. Dans les mois précédents, il y avait eu plusieurs autres agressions, soit contre lui, soit à son domicile. Un peu plus de 2 mois auparavant, le 31 mars 2008, Charlie avait été attaqué par une personne cagoulée, armée d'une batte de baseball. Il était inquiet, mais a essayé de prendre cela à la légère. Quelques jours après, un objet lancé de l'extérieur a brisé la fenêtre de sa chambre. Personne n'a été retrouvé en lien avec ces incidents. Puis, environ 1 mois après que la fenêtre ait été brisée, quelqu'un a mis le feu sous la Fiat Punto de la mère de Charlie alors qu'elle était garée dans l'allée de leur maison. Les attaques homophobes n'étaient pas rares à l'époque, mais lorsque la police a enquêté, il n'y avait aucun signalement d'autres attaques importantes dans la région. Il semblerait qu'avec plusieurs attaques visant uniquement Charlie, la violence était clairement dirigée contre lui personnellement. Charlie était drôle, efféminé et sociable. Il avait rencontré plusieurs de ses amis, dont Nadim, dans un bar appelé West Five, et était devenu membre de la communauté là-bas. La police a dû se demander si l'agresseur avait une vendetta contre le mode de vie et la sexualité de Charlie. Se pourrait-il que l'auteur ait voulu créer tellement de peur chez Charlie qu'il changerait sa façon de vivre? Charlie est selon resté dans le coma, seuls ses proches et Nadim pouvaient le lui rendre visite.
Nadim est devenu le point de contact pour tous les amis de Charlie qui attendaient en s'écrouant désespérément en des nouvelles de son état. L'enquête s'est poursuivie et la police a examiné toutes les personnes qui avaient été en contact avec Charlie dans la période précédant l'attaque. D'après ses relevés téléphoniques, il était clair que quelqu'un lui avait demandé à quelle heure il finirait son service ce soir-là. Les messages venaient de Nadim. La police est allée lui parler et a découvert que lui et Charlie étaient en couple depuis environ 2 ans, leur relation s'étant terminée en décembre précédent. Nadim est resté très proche de la famille de Charlie, qui le considérait comme l'un des leurs. Cependant, des amis ont rapporté que pendant sa relation avec Nadim, Charlie est devenu moins décontracté et beaucoup plus sérieux. Le couple avait déménagé à Manchester et, bien que Charlie ait d'abord été heureux, les fissures se sont vite apparues. Charlie a commencé à avoir moins de contact avec ses autres amis, et, lors d'une conversation, il a déclaré que Nadim devenait assez jalouse chaque fois qu'il quittait la maison ou parlait à d'autres personnes. Charlie devenait de plus en plus isolé. Son système de soutien était à des centaines de kilomètres, et il devait gérer Nadim, qui non seulement était contrôlante, mais avait aussi commencé à devenir violente lors des disputes. Charlie a décidé qu'il voulait partir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la maison qu'il partageait avec Nadim a été cambriolée. Nadim l'a convaincu de rester, disant qu'il craignait d'être seul. Peu de temps après, certains des objets volés ont commencé à réapparaître dans la maison. À ce moment-là, Charlie était convaincu que Nadim avait simulé le cambriolage. Il est parti et était retourné vivre avec sa mère à Staines. Nadim se présentait souvent chez eux et disait qu'il voulait raviver la relation. Charlie a clairement dit qu'il n'avait aucune intention de se remettre avec lui, mais qu'il était content qu'ils restent amis. Quand la police a parlé à Nadim, il semblait très inquiet pour Charlie. Il a dit qu'il voulait être celui qui prendrait soin de Charlie pendant sa convalescence et leur a assuré qu'il n'était pas du tout près de Charlie la nuit de l'agression. Il a dit à la police qu'il avait été avec un ami le soir en question et a donné les coordonnées de cet ami afin qu'il puisse vérifier son alibi. Cependant, lorsque la police a parlé à cet ami, elle leur a dit que le lendemain de l'agression, Nadim l'avait contacté et lui avait demandé de lui fournir un faux alibi. Elle avait d'abord accepté, mais en réalisant exactement à quoi l'alibi était lié, elle a dit la vérité à la police. Les relevés téléphoniques de Nadim l'ont aussi localisé près de l'adresse de Charlie lors de l'agression. Lorsque la police a examiné le passé de Nadim, elle a trouvé d'autres exemples de comportements troublants dans une relation précédente qui avait été terminée par sa partenaire en 2006. Nadim aurait parcouru toute la distance jusqu'au Buckinghamshire et attaqué la voiture de son ex avec un marteau à griffes et un pied de biche. Bien qu'il n'y ait aucune preuve matérielle que Nadim soit derrière toutes les attaques contre Charlie, les preuves circonstancielles contre lui s'accumulaient. Il semblerait que Nadim soit un individu dominateur et contrôlant, déterminé à se venger. Où Nadim a été arrêté. Lorsque la police lui a présenté les preuves contre lui, il a changé sa version des faits. Il a dit qu'un ami, Youssouf Dulu, âgé de 27 ans, l'avait conduit chez Charlie cette nuit-là, car il avait besoin de récupérer un chargeur de téléphone. À leur arrivée, il a dit qu'il avait vu 2 hommes, à l'air suspect près de l'adresse. Il a eu peur, alors il est remonté dans la voiture et ils sont partis. Cette histoire n'avait aucun sens pour la police. S'il avait vraiment vu 2 hommes à l'air menaçant cette nuit-là, pourquoi était-ce la première fois qu'il en parlait ? La police a amené Youssouf pour l'interroger. Youssouf a donné encore une autre version des faits. Il a dit à la police qu'il avait accepté de conduire Nadim ce soir-là après que Nadim lui ait dit qu'il voulait passer à tabac quelqu'un qui lui devait 2000 livres. Ils se sont garés près de la ruelle à l'arrière de la maison. Youssouf a attendu dans la voiture pendant que Nadim récupérait quelque chose dans le coffre et remontait la ruelle. Peu après, Youssouf a entendu un cri et Nadim est revenu en courant à la voiture, puis ils sont partis précipitamment. Youssouf a affirmé qu'il ne savait pas ce qui s'était passé jusqu'au lendemain matin, lorsque Nadim lui a dit « Je l'ai brûlé ». Alors que Nadim et Youssouf continuaient d'être interrogés 12 jours après l'attaque, Charlie a perdu son combat pour la vie. C'était devenu une enquête pour meurtre, et Nadim et Youssouf furent rapidement inculpés du meurtre de Charlie. Durant les jours qui ont suivi immédiatement l'attaque, seuls les proches de Charlie et Nadim avaient été autorisés à lui rendre visite à l'hôpital.
Nadim était le contact principal du vaste cercle d'amis de Charlie. Il lui avait aussi préparé des playlists de ses chansons préférées et semblait très intéressé par la meilleure façon de prendre soin de Charlie à l'avenir. Agissait-il seulement pour dissiper les soupçons ou voulait-il se montrer comme le sauveur prêt à aider Charlie au moment crucial ? Durant cette période, il a sûrement passé du temps seul avec Charlie, et nous espérons seulement que Charlie n'était pas conscient que son agresseur se trouvait alors près de son lit d'hôpital. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, Nadim Sikales a nié les accusations, affirmant que sa relation avec Charlie était meilleure que jamais. Ilatelen a affirmé que Youssef avait tué Charlie parce qu'il était homosexuel et voulait maintenant lui faire porter le crime, aussi comme punition pour son homosexualité. Bien que Nadim ait reconnu avoir demandé à un ami de lui fournir un faux alibi, il a affirmé qu'il ne l'avait fait que parce qu'il craignait d'être accusé de la mort de Charlie. Youssef a assuré n'avoir aucun lien avec l'agression contre Charlie et ignorait ce qui s'était passé cette nuit-là avant que Nadim ne le lui raconte le lendemain matin. L'accusation a allégué que Youssef savait ce qui allait se passer, qu'il avait voyagé avec Nadim et l'avait aidé à fuir les lieux. Ils ont ensuite expliqué comment Nadim était un homme jaloux, froid et calculateur, déterminé à se venger de Charlie pour avoir mis fin à leur relation. Ils ont montré qu'il y avait eu un haut degré de planification et que Nadim avait eu de nombreuses occasions de se rétracter, démontrant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un acte opportuniste ou impulsif. Le jury s'est retiré pendant 6h30, après quoi il a déclaré Youssouf non coupable de toutes les charges. Cependant, Nadim a été reconnu coupable du meurtre de Charlie et d'un chef d'incendie criminel. À l'audience de détermination de la peine, le juge Charles Tilling a expliqué à Nadim les éléments aggravants, dont la préméditation et la méthode particulièrement horrible choisie pour attaquer Charlie Davis. C'était l'aboutissement d'une vendetta et ton déni persistant montre une absence totale de remords. Il a prononcé la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté minimale de 23 ans. La mère de Charlie, Kay, a qualifié la sentence de révoltante, déclarant que la perpétuité devrait être la perpétuité, ajoutant « Je ne pense pas que justice ait été rendue ». Nadim est un être maléfique, la forme de vie la plus basse sur cette planète. Nadim sera éligible à une libération conditionnelle en juin 2032. Repose en paix, Charlie Davis. Merci d'avoir regardé l'affaire d'aujourd'hui. Veuillez cliquer sur « J'aime » et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et maintenant, c'est l'heure des animaux de compagnie des abonnés. Petty Crime est là. D'abord, nous avons Angela de Cork en Irlande. Elle a envoyé Princesse Leia. Sa Majesté est coupable de voler des couvertures et de monopoliser la meilleure place sur le canapé afin d'avoir la meilleure vue sur la télévision. Enchantée, Princesse Leia. Merci pour les photos, Angela. Judy du pays de Galles a envoyé son lapin nain Neverland, appelé Cotton Bunny. Malheureusement, elle a sauté par-dessus son pont arc-en-ciel, mais elle a eu un énorme impact dans la vie de Judy, lui laissant plein de souvenirs heureux. D'accord, il y aura davantage de petits délits la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Vous regardez peut-être ce nom et vous pensez qu'il aurait dû dire Davis, mais au Royaume-Uni on dit Davis et aux États-Unis ils ont tendance à dire Davies. Au revoir.